Bonjour à toutes et à tous. Donc, je suis Gaëlle Mac, je suis la directrice déléguée de la rédaction de Challenge et nous allons discuter dans l'heure qui vient d'un sujet de préoccupation majeure pour les économies occidentales, leur système de retraite dans un contexte où l'espérance de vie s'allonge et la population vieillit. Avec la question, est-ce que des réformes sont indispensables ? Indispensables pour au moins assurer la pérennité du système existant ou indispensables pour plus globalement maintenir un juste équilibre entre travail et retraite et également pour assurer peut-être un traitement plus équitable entre les différentes catégories de travailleurs. La question est d'une actualité brûlante en France, un sujet de campagne. On dit qu'une société se juge à la manière dont elle traite ses anciens, mais il faut aussi considérer que le système de retraite, qu'il soit public ou privé, coûte de l'argent et que l'argent qui est mis là n'est pas mis ailleurs. Voilà. Donc, pour mener cette discussion, j'ai l'honneur et le plaisir d'accueillir à la fois Peter Diamond, qui nous parle en visio depuis Boston, et Valérie Rabault, qui est là à mes côtés. Voilà. Donc, je vous présente rapidement. Je vais présenter Peter Diamond en anglais et évidemment Valérie en français. So, Peter, you're professor emeritus at the... Donc, vous êtes professeur émérite à l'Institut technologique de Massachusetts. Vous avez reçu en 2010 le prix Nobel pour vos travaux sur les frictions entre la demande et l'offre sur le marché du travail. Votre système, votre analyse très fine du système de sécurité sociale américaine et du système de retraite américain vous ont permis d'accéder à ce titre prestigieux. Comment est-ce que les économies riches réagissent-elles à ces challenges économiques du vieillissement de la population? Vous faites partie de la commission Blanchard, un groupe d'économistes de haute volée nommé par le président Emmanuel Macron et qui donne des lignes directrices sur les défis économiques qui nous attendent. Vous travaillez au niveau de l'équipe qui travaille au sein des défis du vieillissement pour simplifier et rendre plus transparent le système de pension de retraite français. Mais comme vous le savez, cette réforme en France a été abandonnée. Socialiste à l'Assemblée. Vous êtes membre de la Commission des finances et vous avez même été la première femme nommée rapporteure générale du budget à l'Assemblée de 2014 à 2017. La rumeur dit que vous avez été approchée par Emmanuel Macron ces dernières semaines pour devenir première ministre et que vous avez refusé, mais ce n'est pas le sujet de cette discussion, rassurez-vous. Vous êtes certainement la meilleure experte en matière économique de votre parti. Et de la réforme Touraine de 2013 à la tentative de réforme Macron de 2020, vous avez dû vous plonger, j'imagine, dans les méandres du système de retraite français. Voilà. So first, I suggest that we give some time. Donc nous allons donner à Peter Diamond la parole pour traiter de ces questions de réforme, séance thématique. La réforme des retraites est-elle indispensable? Merci pour cette introduction. J'ai des transparents, normalement, qui doivent s'afficher à l'écran. Alors, les pensions, les retraites. Est-ce qu'elles sont essentielles, ces réformes des retraites? Alors, les retraites publiques sont vraiment un sujet très important pour le monde entier et pour le tiers-monde également. C'est un sujet absolument essentiel, je dirais. Prochain transparent. Alors, les retraites de pension, les pensions de retraite, pardon, c'est un point essentiel, c'est un point important. Le vieillissement est vraiment une question clé, comme les baby boomers
ont transité du marché du travail vers le marché de la retraite. C'est un gros changement en ce qui concerne la relation entre les contribuables et les personnes qui reçoivent ces pensions, les bénéficiaires. Et d'autres modifications sont à venir, des modifications très importantes. Il n'est pas étonnant de constater que durant les 25 dernières années, dû à ce vieillissement, les retraites ont été réformées à plusieurs reprises dans de nombreux pays et également en France. On n'a pas besoin de plus de références. Ce que je veux dire, c'est que le concept des retraites est compliqué parce que vous travaillez dans l'économie et les structures familiales elles changent, les expériences professionnelles changent et lorsqu'on conçoit un système de retraite, il faut répondre aux besoins des individus mais également penser à toute sa vie professionnelle et à sa vie de retraite. Et il y a beaucoup de groupes d'âge qui sont affectés par ces règles. Donc, concevoir ces pensions, c'est très complexe dans un contexte où les risques économiques et démographiques continuent à évoluer et avec des variables tout à fait importantes. Prochaine transparence, s'il vous plaît. Le partage des risques est donc un élément essentiel de la conception. Les systèmes de pension pourront donc faire leur propre planification. Toutes sortes de choses en gardant à l'esprit les finances du pays. Donc, nous avons beaucoup de réponses à ceci. Il est important d'avoir à la fois des ajustements législatifs et administratifs. Les ajustements automatiques qui sont indexés sur, par exemple, l'inflation, sur le pouvoir d'achat, sur les salaires. Lorsque l'on réfléchit à la manière d'aller de l'avant, il faut également non simplement regarder les finances et les implications pour le bon fonctionnement de l'outil économique, mais également pour voir la distribution pour ces classes d'âge et que les pensions soient équitablement distribuées. Il y a deux gros problèmes en France reconnu par le gouvernement et par les commissions nommées, c'est le système de retraite a eu une grosse fragmentation. Il y a des retraites transversales, des systèmes de pension très différents. C'est tout à fait rare de trouver ceci dans des pays, y compris pour les fonctionnaires. C'est un système très complexe en France. Cette fragmentation crée des inégalités. Elle est coûteuse et beaucoup de personnes trouvent que c'est un système injuste. Donc pour l'avenir, il me semble que la France devrait dépasser l'indexation sur les prix, mais faire des indexations selon les développements, les évolutions démographiques et selon les bilans financiers du coût du système plutôt que le système actuel qui crée des inégalités. Alors comment réconcilier le coût et les ressources que l'on souhaite mettre à disposition? Nous avons 4 instruments. Le bénéfice pour les retraités, la taille des augmentations annuelles, l'âge à laquelle on peut vraiment jouir de cette retraite et quelle est la partie universelle ou est-ce que c'est selon les revenus
la France a beaucoup de ce type de retraite. Comment est-ce que c'est conçu? Est-ce que ceci s'applique à tout le monde? Est-ce que c'est ciblé? Ces questions sont vraiment essentielles et c'est l'indexation qui doit être gérée, comme je l'ai dit. J'aimerais vous donner des exemples d'autres pays qui vous donnent une idée de la manière dont les choses fonctionnent ailleurs et les leçons que l'on peut tirer pour le fonctionnement des retraites en France. Lorsque vous parlez de l'éligibilité au niveau de l'âge, il y a deux systèmes. Il y a un système avec un seul âge universel où la pension de retraite est fixée à cet âge. Vous pouvez le retarder, cet âge, ou pas. C'est à vous de voir. Et il y a un système duel où nous avons l'âge où on peut demander sa pension de retraite et l'âge où finalement la formule de la pension complète va s'appliquer. Le système des Pays-Bas, ils ont une pension contributrice, ils appellent ça le AOW, qui donne la même somme à toutes les personnes, pour les personnes qui ont résidé dans le pays depuis leur naissance. Et ceci, c'est une base forfaitaire. Et si vous voulez réajuster cette base, vous pouvez la réajuster, mais alors on change de système. Et c'est ce qui a été fait aux Pays-Bas, où on a une indexation sur l'âge. Avec le système dual, il y a plusieurs considérations. L'âge, donc pour avoir une pension de retraite pleine, si vous changez ceci, vous devez changer tous les paramètres, vous changez toutes les pensions, puisque les pensions augmentent si vous avez commencé à travailler plus tard dans votre vie, et ils baissent si vous avez travaillé plus tôt. Et donc, vous changez ceci par rapport aux pensions de retraite dont vous allez bénéficier aux prestations de retraite. Donc, ceci va traiter du niveau de prestation, du niveau de votre pension de retraite. Tout d'abord, il faut que ceci permet aux personnes de finalement commencer à bénéficier de ces prestations plus tard. S'ils commencent trop tôt sur une base de taux réduit, en fait, ça a un impact sur les coûts et ça a un impact sur eux. Il y a des personnes qui ne vont pas commencer à cet âge-là. Donc, changer le curseur de l'âge est important. Donc, l'indexation sur l'âge pour avoir les prestations et les préoccupations qui en découlent, eh bien, tout ceci est très différent. Et on doit vraiment y prêter l'attention que cette question mérite dans les politiques qui vont être esquissées. Alors, quel type de prestation indexée peut s'appliquer dans d'autres pays? En Suède, par exemple, il y a la notion du système de contribution. Dans ce système, il faut voir donc quels ont été les revenus d'une personne et avec un niveau de retour sur les revenus, vous calculez la prestation et alors vous indexez avec l'espérance de vie. Et donc, ceci donne une formule de prestation de départ très différente. Et au fur et à mesure que l'espérance de vie augmente, on peut réduire les prestations et faire d'autres changements. Notre approche est celle du ratio de dépendance qui est appliqué en Allemagne avec un système de points. En fait, on évalue l'ensemble de vos revenus, on les ajoute, ils sont cumulés sur le nombre d'années. Et
comme on le fait avec le NDC, mais il n'y a pas la variable de l'espérance de vie. Et donc l'Allemagne va cumuler le système de points d'ajustement dépendant des revenus, et il y a le ratio de dépendance, c'est-à-dire le nombre de personnes qui vont recevoir ces prestations par rapport aux personnes qui continuent à contribuer dans le système. Donc le système d'ajustement reflète la démographie. Au fur et à mesure que la population vieillit, nous allons réduire le coût et passer pour les retraités et les contribuables. Ces deux variables pourront être ajustées pour adapter ce ratio de dépendance au vieillissement de la population. Une autre approche est celle de l'équilibre financier plutôt que de regarder le marché. La Suède applique ce type d'ajustement, le Canada également, dont je vais parler plus en avant. Le Canada n'est pas basé sur... parce qu'il y a seulement une petite fraction de la pension qui va s'appliquer, mais tous les 3 ans, il y a une projection pour les 75 ans qui viennent, et on regarde si le système continue à pourvoir aux conditions et peut se soutenir pour avoir un système de retraite qui est juste pour toutes les classes d'âge. Si le système n'est plus en ligne avec les souhaits pour les 75 ans qui viennent, le gouvernement a 6 mois pour réajuster les choses. Et si le gouvernement n'arrive pas à un accord pour gérer la situation, il y a 2 changements automatiques. Le taux de contribution augmente et l'ajustement annuel des prestations ne se fait pas. L'idée est donc de voir comment les finances avancent, comment les choses évoluent. Et alors, peut-être que le système n'arrive pas à gérer les évolutions démographiques. Donc je crois que pour la France, la réforme des retraites est tout à fait essentielle. Il faut changer une conception des retraites françaises qui n'est pas bon, qui est mauvais à la base. Il y a trop de niveaux de retraite, de pension, avec des personnes qui ont changé de travail, et donc on ne peut pas gérer l'ensemble de la carrière d'une personne. Ça ne marche pas pour les travailleurs dits mobiles qui ont changé de carrière et de statut plusieurs fois dans leur vie professionnelle. Lorsque vous avez un système uniformisé, vous avez des suppléments selon les secteurs d'activité, mais ceci ne fait pas partie du système national. C'est quelque chose qui peut être développé selon différents modèles. Si on regarde les retraites, si on le base sur 25 ans de revenus plutôt que sur toute la carrière, c'est injuste pour ceux qui ont eu des revenus qui ont augmenté de manière très très lente comparé aux personnes qui ont eu des revenus beaucoup plus rapides, qui ont évolué beaucoup plus rapidement. Ils vont avoir des prestations de retraite beaucoup plus élevées. Également, ceci a un impact sur le calcul. Et ensuite, pour les fonctionnaires, leur retraite est basée sur la dernière paye. Et ceci s'est dénoncé comme quelque chose de très mauvais parce que non seulement c'est beaucoup plus généreux pour
les personnes qui ont vraiment monté les échelons à la fin de leur carrière, mais ça dépend, ça peut créer des manipulations. Si on peut avoir une promotion juste à la fin, soudainement, ils ont à la fin une pension beaucoup plus basse. C'est mauvais pour le système et c'est mauvais pour beaucoup des employés. Il serait important en France, il faudrait ajouter des fonctionnalités de conception, enfin des points manquants en fait, selon l'espérance de vie, indexer ces points sur les développements démographiques, nous disions, ou sur les déséquilibres financiers pour que le système continue à bien fonctionner. Si on se concentre sur les équilibres financiers, si l'on regarde la manière dont les coûts vont jouer contre ces retraites, et ce sont des variables d'ajustement très importantes que l'on devrait ajouter dans le calcul des retraites. Ce qui est très important, c'est de faire cette transition du système existant vers le système qui va être mis en place à l'avenir. Si on passe d'un système à un système alternatif qui est meilleur, comme l'a fait la Suède dans les années 90, c'est des parties d'un système basé sur l'ensemble des revenus sur la vie professionnelle plutôt que sur les 25 dernières années. Il faut voir comment on fait pour différentes classes d'âge, car il y a des classes d'âge qui vont être touchées, d'autres pas. Et toute leur carrière va être gérée par le nouveau système. Et certaines classes d'âge vont avoir certaines contributions dans l'ancien système et vont avoir des attentes de prestations pour le nouveau système. Et la question de la transition est vraiment essentielle. C'est difficile de la gérer partout, mais surtout ici en France, avec la grande diversité de systèmes de retraite que l'on devra faire fusionner. Et la Commission avait examiné cette possibilité. Le gouvernement, dans ses dernières propositions, avait souligné l'importance de cette transition. Et je crois qu'il serait très difficile de faire l'ensemble d'un seul coup. En fait, c'est important du point de vue politique, ça a son attrait, mais la transition peut se faire pour certains des systèmes initialement et ensuite finir par d'autres systèmes additionnels. Ce qui vient compliquer les choses, c'est que les retraites font partie des compensations des travailleurs et ça fait partie des dépenses de l'entreprise. Et lorsque vous changez le système de retraite, automatiquement, vous changez les salaires parce que les deux sont liés et il faut répondre et respecter les attentes antérieures et futures. Donc, le gouvernement pourrait, au lieu de tout gérer d'un seul coup, commencer par les fonctionnaires et essayer de gérer ceci déjà, car c'est particulièrement mauvais, la conception des retraites des fonctionnaires. Et pour les employés du privé, voir quels sont les autres profils et tirer le bénéfice de l'expérience de ces transitions. Ceci est une pub. Si vous voulez en savoir plus sur ce sujet, j'ai travaillé avec le professeur Nicolas Spahn de l'école économique à Boston et il y a des pays qui ont suivi ces transitions de retraite et il y a eu des traductions de ces rapports. Et je travaille sur un nouvel ouvrage qui va paraître dans un an. Merci Peter. Votre expérience internationale nous donne beaucoup de points à débattre et des idées pour réformer notre système. C'est à votre tour, Valérie. Donc écoutez, je
Je vous laisse la parole en s'attardant, j'imagine, évidemment un peu plus sur le cas français pour savoir si une réforme des retraites est indispensable et ce qu'elle devrait être. Il me semble que votre parti avait même dévoilé un contre-projet en 2020, à l'époque où Emmanuel Macron comptait encore faire une réforme par le système à points. Merci beaucoup et merci Peter pour cet éclairage international qui montre que même en Europe, il n'existe pas un seul système de retraite. Chacun a son système de retraite. Et je crois que, pour répondre à votre question, le préalable est peut-être de dire que la France est le pays des superlatifs. C'est le pays qui consacre la part la plus importante de sa richesse aux retraites, puisqu'on est autour de 14% du PIB. C'est le pays qui, effectivement, a un âge de départ à la retraite au regard des autres pays européens qui est le plus précoce, mais qui n'est pas totalement précoce non plus. C'est le pays aussi qui a le taux de pauvreté des personnes âgées le plus faible. Il n'est pas satisfaisant, mais il est le plus faible. Alors moi, quand j'entends ces trois indicateurs, je pense qu'on peut saluer la situation française. Si je peux me permettre, il y a quand même aussi un indicateur, c'est qu'il y a près de 40% des gens qui partent à la retraite qui ne sont plus déjà en emploi. Oui, mais voilà. Ce que je veux dire, c'est que quand on regarde le taux de pauvreté, notamment des personnes qui sont des personnes âgées dans notre pays, il est le plus faible en Europe. Donc, ce qui signifie que notre système de retraite, sur lequel certains aimeraient un peu taper, a beaucoup d'avantages. Et je pense que la première question à se poser, c'est quelle est la part de notre richesse que nous voulons consacrer aux retraites. Quand on est un pays riche comme nous le sommes, quand on est un continent riche comme est l'Europe, je pense qu'on a l'obligation, c'est une obligation morale, d'avoir un système qui préserve le vieillissement, qui préserve la vieillesse, qui fasse en sorte qu'on puisse vivre jusqu'à son dernier jour dans une situation qui soit décente. Et ça, c'est tout l'honneur de la France, de faire en sorte que son système de retraite permette d'assurer cet objectif. Une fois qu'on a dit ça, est-ce qu'il y a des choses à modifier ? Et est-ce que, dans le fond, le débat qu'on entend aujourd'hui est peut-être plus un débat politique qu'un débat économique? Alors, je vais tenter de répondre sur 3 points. Et j'en profite parce qu'effectivement, lorsque nous avions débattu la réforme des retraites, je vois mon collègue et ami Claude Raynal, qui préside la commission des finances du Sénat, qui est sénateur ici de Haute-Garonne, avec lequel nous avions beaucoup travaillé sur ce texte. Premier sujet, est-ce que le système à l'instant T est en danger? La réponse est non. Là, j'ai une réponse très claire. La réponse est non. C'est celle du corps, en tout cas. C'est celle du Conseil d'orientation des retraites. Et je vais tenter de vous le démontrer, puisqu'ici, vous êtes des scientifiques, alors vous souhaitez avoir la preuve par le chiffre. D'abord, ce quinquennat est le seul qui n'a pas fait de réforme des retraites. Il y a eu une réforme, la réforme Fillon, il y a eu la réforme Touraine. La réforme Fillon avait consisté à allonger à la fois l'âge légal de départ à la retraite et la durée de cotisation. La réforme Touraine a consisté à allonger la durée de cotisation et avoir une augmentation de la cotisation retraite payée en 3 tiers, un tiers employeur, un tiers État, un tiers salarié. Résultat des courses, dès 2016, le régime général et les régimes de base redeviennent excédentaires, de 900 millions d'euros pour le régime général et de 1,6 milliard pour les régimes obligatoires. Ces régimes sont à nouveau excédentaires en 2017. En 2018, ils deviennent déficitaires en 2019 pour une simple et bonne raison, l'exonération de cotisations sur les heures supplémentaires, qui, contrairement à ce que prévoyait la loi Veil de 1994, n'ont pas été compensées par l'État aux caisses de sécurité sociale. Le régime devient déficitaire en 2019 uniquement du fait de l'exonération de cotisations sociales sur les heures supplémentaires. Je vais mettre de côté les années 2020 et 2021 parce que ce sont des années de crise et qui sont très spéciales. Mais ça veut dire que 2016, 2017, 2018, 2018, les régimes de base, le régime général étaient excédentaires. Deuxième point que vous avez cité, c'est le Conseil d'orientation des retraites qui a élaboré 12 scénarios en prenant des taux d'emploi, en prenant différentes hypothèses sur les taux de chômage, sur les différentes hypothèses aussi sur l'âge de départ, les durées de cotisation. Sur les 12 scénarios, 11 conduisent à un régime excédentaire. Donc, ce qui signifie qu'aujourd'hui,
Sur les projections démographiques que nous avons, évidemment, il y a beaucoup d'hypothèses dont il faut tenir compte. Les taux d'intérêt, l'inflation, l'emploi. Enfin, effectivement, ça donne des hypothèses qui sont assez compliquées, mais les 11 scénarios ont été travaillés très sérieusement. Aujourd'hui, on a un système qui tient le choc. La deuxième question qui se pose, et ça a été mentionné par Peter, c'est est-ce qu'il est juste ? Dans le fond, on voit que globalement, il remplit un objectif. La deuxième question, c'est est-ce qu'il est juste ? Et ça, c'est effectivement un débat politique qui va être confronté et qui se pose et qui va arriver, qui est arrivé dans le cadre du débat de l'élection présidentielle. Est-ce qu'il est juste ? Est-ce que les pensions pour tout le monde sont suffisantes ? La réponse est non. Est-ce qu'il faut avoir une pension minimale plus élevée ? La réponse est oui. Et dans ce cas, combien ça coûte et qui paye ? Parce que c'est toujours l'équation à réaliser. Sur ce point-là, il y avait eu, lors de la réforme de 2020, une évaluation qui a été faite par le gouvernement qui consistait à dire si on met toutes les pensions à 85% du SMIC, c'est-à-dire à l'époque c'était 1046 €, maintenant on a 1065 un peu plus puisqu'il a augmenté, l'État avait chiffré ça à entre 2 et 3 milliards d'euros. Bon. 2 à 3 milliards d'euros, c'est moins que le montant de l'ISF. Donc c'était largement absorbable. Mais là encore, c'est un choix politique, c'est un choix de société qui doit intervenir et qui doit dire où on place le curseur sur cette partie-là. Troisième question, est-ce que nous avons les moyens sur d'autres volets que les retraites, puisque les retraites, si elles représentent 14%, presque 14% de notre PIB, c'est un montant qui représente un quart de la dépense publique de notre pays. Donc on voit bien qu'à chaque fois qu'un gouvernement souhaite s'attaquer à la dépense publique, ce qu'il a en ligne de mire, ce sont les gros montants. Et le plus gros montant, ce sont évidemment les retraites. Et il faut dire aussi que c'est là où nous sommes le plus divergents des autres pays. Hein. C'est-à-dire, en gros, on a quand même 2-3 points de PIB de plus. La part que chaque pays consacre à ses retraites, c'est clairement un choix de société. Ça va de 6 points de PIB en Hongrie, une moyenne européenne qui est autour de 10-12, et nous, nous sommes 11-12, pardon, et nous sommes à 14. Donc ça, c'est un choix de société. C'est ce que nous avons, c'est l'héritage naturellement du Conseil national de la résistance, c'est un héritage que nous portons, et effectivement, il peut y avoir des débats là-dessus. Oui. Moi, je suis contente que nous consacrions 14% de points de PIB aux retraites, parce qu'encore, je le redis, je pense qu'une nation qui peut se regarder en face est celle qui assure un avenir à ses plus anciens. Et ça, c'est ma conviction. Je conçois qu'il puisse y avoir d'autres convictions, mais j'aimerais que la question soit posée comme ça dans le débat public et qu'elle ne serve pas à faire des petits slaloms où on se dit comment va-t-on faire baisser la dépense publique pour avoir un taux de prélèvement obligatoire le plus faible possible. Eh bien, on s'attaque aux retraites. Je trouve que c'est une manière hypocrite de faire. Hypocrite. Dans le programme du président de la République qui a été élu, vous savez qu'il souhaite porter l'âge légal de départ à la retraite à 65 ans. Quand vous regardez dans le détail son chiffrage, vous vous rendez compte que ça permet de récupérer 15 milliards d'euros. Ces 15 milliards, ce n'est pas fait pour équilibrer le système des retraites, c'est fait pour financer autre chose. Et c'est bien ça la question. Et je trouve qu'en démocratie, ce qui devrait primer, c'est l'honnêteté intellectuelle et ce n'est pas de faire des contournements pour se dire comment je vais pouvoir récupérer de l'argent parce qu'il y a d'autres dépenses à financer. Vous l'avez dit ce matin lors de vos débats, il y a la transition énergétique, la transition écologique. Ce sont des choix de société fondamentaux, des virages à prendre qui sont extrêmement coûteux. Et la question de leur financement, bien entendu, elle se pose. Dernier point, et je vais terminer là-dessus parce que je vois que le temps avance. Quand on dit on avance l'âge légal on recule l'âge légal de la retraite à 65 ans, ça conduit à quoi? Ça conduit à faire payer plus ceux qui ont une espérance de vie la plus faible et qui en général ont commencé tôt à travailler avec des salaires qui ne sont pas les plus élevés. Donc en fait, ils payent 2 fois. C'est dans le fond, c'est une forme de solidarité inversée. Quand vous avez une contribution qui est faite sur les revenus, si vous voulez financer la transition énergétique ou autre, vous le faites sur une base de richesse, vous le faites sur une base de redistribution. Et là, on est sur un schéma beaucoup plus juste. Très bien. Alors, donnons un peu quelques questions que je vais adresser à la fois à Peter et à Valérie. Et pour répondre aussi d'ailleurs aux critiques que vous faites à cette réforme des retraites en disant que finalement elle n'est pas nécessaire sur le plan financier parce que le régime est pour l'instant pérenne, enfin il peut se financer.
Mais I ask you, Peter, is reform should be considered on the angle? Est-ce qu'il ne faut considérer que l'équilibre financier ou est-ce qu'il y a également d'autres impératifs de la réforme, par exemple à être plus juste parce que les situations changent et en France nous avons des avantages et des prestations historiques qui résultent de l'histoire sociale, des combats syndicaux et qui se sont battus dans cet état d'esprit afin d'avoir un traitement plus juste à différents types de travailleurs et peut-être également, et c'est ce que vous étiez en train de dire avec ces 14% du PIB pour le système de retraite, essayer d'avoir un équilibre entre les jeunes, les personnes âgées, ceux qui travaillent et ceux qui sont à la retraite. Peter, je voudrais donc vous entendre sur cette question, la nécessité de la réforme qui ne sera pas simplement prise du point de vue financier. Tout d'abord, c'est très clair. Je n'ai rien dit je n'ai pas dit que le système était trop gros ou trop petit. Mon rôle, c'est de considérer donc les ressources que vous allez allouer et sur le temps. Est-ce que le système sera pérenne aussi longtemps que la France ne dure? Et vous devez essayer de le concevoir de manière suffisante pour avoir une méthode qui vous permet d'avancer de sorte que, d'après mon expérience, la dernière fois que j'étais en France, comme je l'ai vu, j'ai fait une conférence sur les pensions et sur les grèves et sur les réformes proposées. Donc, est-ce que ce n'est pas important d'un point de vue démocratique que cette question soit réglée par le pays et les détails doivent être réglés et de sorte que vous n'avez pas une crise concernant le débat qui ne cesse de revenir sur les retraites et des ajustements doivent être mis en place et de sorte que il faut que ça tourne. Certainement être satisfait d'un système où on a 42 régimes de retraite différents. Il y avait quand même une idée intéressante dans ce système à points qui était proposé au départ, qui était une réforme systémique et non pas paramétrique simplement pour effectivement faire des économies cachées. Voilà. Mais il y avait pour le coup là une idée d'ailleurs qui était défendue par un économiste français, Antoine Bozio, qui est quand même un très bon connaisseur du système des retraites et qui avait un peu sur le papier mis le système idéal à point qui serait plus transparent, plus lisible par tout le monde et où chaque euro cotisé donnerait droit à un point de retraite. Voilà. Donc la réforme, ce n'est pas seulement pour équilibrer le système, ça peut être aussi nécessaire pour rendre le système plus juste ou plus lisible. Alors, est-ce que c'est gênant d'avoir plusieurs systèmes? Je constate que d'autres pays, quand vous allez, j'ai travaillé 3 ans au Royaume-Uni, en contrat local, quand vous allez négocier avec votre employeur, vous avez un package et vous négociez aussi votre retraite. Donc ça veut dire que c'est un peu une retraite à la carte. Alors c'est pas de la, on est d'accord que c'est pas de la répartition qui se passe. Ça veut dire qu'il y a 60 millions de régimes. Eh ben, je pense qu'il y a peut-être 60 millions de régimes. Peut-être pas 60 millions, mais enfin, en tout cas, il y en a plusieurs. Donc, est-ce que c'est gênant d'avoir plusieurs systèmes de retraite? Je ne crois pas. D'accord. Parce que ça dépend aussi de l'évolution salariale que vous avez. On avait eu un grand débat sur les retraites des enseignants, mais effectivement, si on veut que les enseignants puissent rattraper sur leur niveau de retraite, il aurait fallu avoir un sacré réajustement sur leur salaire et qui est sans doute, en tout cas à mes yeux, nécessaire. Mais ça, c'est un autre... La retraite ne peut pas être analysée de manière déconnectée de l'évolution salariale au cours de la vie. En tout cas... je prends l'exemple du Royaume-Uni. Quand vous avez un contrat pas et que forcément au contrat universel, en fait, à la retraite. Alors, deuxième sujet sur la réforme des retraites à points que vous évoquez. Bon, on peut très bien dire chaque point donne droit à un certain nombre de points retraite. Sauf que là, moi, je n'ai jamais vu une réforme de retraite présentée sans cadre financier, c'est-à-dire une réforme sans chiffres. Donc c'est cette réforme-là, pas l'idée par le principe de la réforme à points. Je ne comprends même pas comment intellectuellement on peut accepter d'avoir un débat sans chiffres.
Et c'est quand même ce qui s'est passé sur cette réforme avortée des retraites, où jusqu'au mois de mars, il y avait eu le débat en première lecture à l'Assemblée nationale, et la conférence de financement devait avoir lieu en avril. Mais bon, elle n'a jamais eu lieu, puisqu'il y a eu le Covid, le confinement, etc. Mais quand même, intellectuellement, présenter une réforme sans chiffres, c'est du délire absolu. Donc ça, même si je ne parlais pas du fond, j'ai trouvé que c'était un mépris pour la démocratie française. Et le troisième point qui est important et qui, à mon avis, là, pour le coup, est un vrai challenge pour tout le monde, c'est que si on dit on est d'accord pour avoir un niveau de richesse du pays consacré aux retraites, vous le savez mieux que quiconque ici, ce qui compte aussi, c'est le dénominateur, c'est-à-dire la valeur ajoutée du pays. Et là-dessus, on a intérêt quand même à se serrer les coudes, parce que quand on regarde la croissance potentielle de notre pays, certes, on a été percuté par la crise, etc., mais on n'est pas bon. Donc ça veut dire que si le dénominateur diminue et qu'on a même le même montant, voire qu'il augmente un peu, la part des retraites dans la richesse du pays va augmenter. Donc soit, si on se fixe un objectif, qui moi me paraîtrait aussi, ça peut être assez sain, se dire on a un débat démocratique, quelle est la part de la richesse nationale que nous souhaitons consacrer aux retraites, on peut parfaitement le dire, mais en tout cas, il faut qu'on garde toujours à l'esprit cette capacité à créer de la valeur ajoutée et à ne pas s'endormir. Bon, et après, la question suivante, c'est quelle acceptabilité sociale il y a pour ces réformes, puisque ces réformes des retraites sont toujours très impopulaires, et c'est un défi pour les économistes, parce qu'effectivement, de la théorie à la pratique, à chaque fois, finalement, je pense que cet exemple de la réforme de 2020 a été un bon exemple. Au départ, c'était un système ambitieux, intéressant, puis ensuite, on a voulu quand même faire aussi des économies par le biais de ce modèle, et puis à la fin, l'économiste qui l'avait promu a dit que ce n'était plus son système. Donc, Peter, do you have any ideas on maybe social acceptability? Des idées sur l'acceptabilité sociale, parce que c'est vraiment un défi pour les économistes. Quelles sont les idées qui sortent du labo, là? On m'a posé une question, mais je ne l'ai pas entendue. Je vous demandais quelle est l'acceptabilité sociale. Est-ce que c'est pas un challenge pour les économistes parce que la réforme a l'air d'être efficace sur le papier, théoriquement, mais est-ce qu'on peut vraiment avoir cette réforme si des gens sont dans la rue pour manifester contre cette réforme? En aucune façon peut-on faire une réforme ou toute activité gouvernementale qui ne va pas heurter certaines personnes. Donc, c'est inévitable. Il y aura toujours des conflits, des débats. Et plus le débat est important, plus le coût va être élevé, plus les gens seront donc heurtés. Donc, un économiste doit voir le processus démocratique quand il fait des suggestions. Et je pense que le rôle de l'économiste est précisément de lancer des idées, voir un peu qu'est-ce que ça peut donner pour que ça devienne viable. Et deuxièmement, ce qui est le plus facile, c'est de montrer là où il y a des gros problèmes, des incitations qui seraient mauvaises du point de vue de la croissance économique et qui pourraient donc heurter le système des retraites également, et des choses qui sont mauvaises parce que elles vont déboucher sur des échecs. Et il y a des pays dans lesquels les analystes ont fait du bon travail et d'autres dans lesquels ils ont fait un mauvais travail. Et on pense qu'au Royaume-Uni, ils n'ont pas fait de bonnes choses. Ils ont des thèses intéressantes. Mais dans l'ensemble, non. Ils n'ont pas fait un bon travail. Donc, les économistes, d'accord, peuvent faire des suggestions. Est-ce qu'en France, vous pensez qu'on a fait un bon travail? Oh, I'm sorry. OK. J'ai un problème de traduction, là. Bon. OK. Peut-être qu'on peut prendre des questions de la salle. Ah. Madame, là-bas.
peut-être si vous voulez poser votre question en anglais, ça sera plus facile pour Peter. Bonjour, en fait, est-ce qu'on peut poser le débat de manière sur l'équité du système et sur la pérennité de ces 40 systèmes? Parce qu'avoir 5 systèmes, on peut dire qu'on comprend. En avoir 40, ça me semble historique, mais comment construire l'avenir sur une base pareille? Qu'est-ce qui est juste? Ça devient totalement illisible et illisible pour les nouvelles générations, en fait. Valérie, peut-être. Oui, alors, sur la lisibilité, je vous rejoins. Effectivement, la projection qu'on peut avoir, ou en tout cas les différents systèmes qui s'entremêlent, avec des injustices qui sont criantes, je suis d'accord avec vous. Donc, tout le monde rêve d'une lisibilité plus facile. Mais quand vous vous faites embaucher, quand vous travaillez, est-ce que vous comparez à l'embauche votre salaire avec je ne sais pas combien de millions de vos concitoyens? Je veux dire, comme les retraites découlent du monde du travail, vous avez inévitablement dès le départ une question qui se pose. Par contre, là où je vous rejoins sur, je vais prendre un régime qu'on a beaucoup regardé, c'est le régime des retraites agricoles. Quand vous dites aux agriculteurs, on revalorise les retraites agricoles pour les chefs d'exploitation qui ont une carrière complète, et que vous vous rendez compte que si, en plus de leur exploitation, ils ont conduit la moissonneuse-batteuse en étant embauchés 2 semaines dans l'été et qu'on leur dit vous êtes polypensionnés et vous n'avez pas le droit à la revalorisation, ça veut dire que les agriculteurs sont moins bien traités que le reste des Français et ça, c'est inacceptable. Donc toutes ces injustices-là, moi je pense qu'avant de s'interroger, la complexité, elle existe, elle est inhérente au fait que nous avons des contrats de travail qui sont au départ différents. Donc ça, c'est le premier point. Mais qu'on fasse déjà un balayage de toutes ces injustices qui existent dans le système aujourd'hui, et je pense qu'on aura déjà franchi un grand pas. Oui, le diable est toujours dans le détail, dans ces affaires. Oui, mais parfois, c'est quand même un très gros diable. And a question would be also, does the pension system has to try to repair the inequalities created before? Est-ce qu'il faut essayer de réparer les inégalités qui ont été faites avant? De vie entre les ouvriers et les cadres, de carrière entre les femmes et les hommes, de carrière entre les gens qui ont eu plusieurs employeurs, des carrières hachées, et ceux qui ont une carrière linéaire au sein d'une même entreprise. Et bon, on se dit finalement, est-ce que c'est le rôle du système de retraite de réparer toutes ces inégalités qui préexistaient en fait? Oui, non, mais ça c'est la vraie question. Et puis pour répondre aussi à votre question sur une réforme, et ça répond à ce que Peter disait tout à l'heure, c'est qu'à chaque fois que des réformes des retraites sont présentées aux parlementaires, il n'y a jamais 1, 2 ou 3 options. C'est-à-dire qu'il faudrait pouvoir comparer avec des données qui soient chiffrées, qui permettent de savoir où on va et qui, notamment sur ce que vous dites, est-ce que des inégalités peuvent être réparées? Même le point de départ qui est de dire nous consacrons 14% de notre richesse aux retraites, moi j'y suis favorable et c'est le taux le plus élevé en Europe, c'est sûr. Est-ce que ce point-là, on a un consensus démocratique dans le pays? Toutes ces questions-là, elles ne sont pas posées. Et on nous embarque sur des réformes techno, à savoir si le point va être comme ci ou comme ça. Et dans le fond, ça conduit à détourner le débat qui devrait être un débat démocratique, parce que, moi je le redis, un pays qui est riche, un continent qui est riche comme l'Europe, doit pouvoir se regarder dans un miroir et faire en sorte que sa population puisse vieillir dans des conditions décentes. Peter, I will also ask you this question. Peter, cette question, le système de redistribution, est-ce que ça vous parle ou pas? Je suis en train de passer de la traduction française. Je vous parle en anglais maintenant. Est-ce qu'il faut essayer de réparer les inégalités? Le système de pension font partie des attributions gouvernementales et des citoyens et des affaires. Il faut regarder toutes sortes de choses. Donc, vous ne dites pas que vous allez régler l'ensemble des problèmes de pension. Il y a toutes sortes de façons d'aborder ces questions avec des... Parfois, c'est juste ou injuste. C'est parce que
tous ces éléments, il faut regarder différents instruments par rapport aux différents problèmes. Et la pension, c'est un des instruments. On ne peut pas dire que la pension, on va corriger le système des salaires, mais il faut que le système de pension reconnaisse les problèmes au niveau de la distribution des revenus pour les personnes âgées et ce qui revient aux travailleurs compte tenu des contributions qui ont été perçues. Et donc, le système de pension joue un rôle, mais il ne va pas remplacer toutes les autres questions qui doivent être résolues avant également. C'est possible. Il y a un monsieur là-bas. Oui, bonjour. Bonjour. Écoutez, moi je trouve ça surprenant que pour ce sujet, il n'y ait pas de syndicats, de représentants ou de représentantes de syndicats qui soient présents aujourd'hui, qui ont quand même beaucoup travaillé sur le sujet. Donc, est-ce que vous les avez invités? Et la deuxième question, vu que depuis, sur la question précédente, on voit qu'il y a des inégalités qui sont bien avant le système de retraite, est-ce que vous pensez que le revenu universel pourrait être une solution finalement à la fois pour les inégalités qu'il y a avant à la retraite et après? Merci beaucoup. Alors, pour ce qui est de la question du syndicaliste, oui, nous avons au départ prévu à cet exact débat Laurent Berger, nous l'avons invité, qui dirige la CFDT. Et puis finalement, je pense que suite à des problèmes d'agenda, parce qu'au départ, il était plutôt ouvert à cette idée, ça ne s'est pas fait. Voilà, nous sommes évidemment ravis d'avoir ce débat avec Valérie Rabault, mais oui, nous avions penser à cela, sachant que notre idée dans ce débat n'était pas d'aller dans le détail du système franco-français, c'était aussi de se faire une idée plus globale sur qu'est-ce que doit être un bon système de retraite, à quoi doit-on penser quand on veut faire une réforme du système des retraites, et donc à avoir aussi un peu de vision internationale et de vision étrangère qui nous donne toujours une sorte de banc d'essai sur ce qui a été fait ailleurs et qu'est-ce qui peut être intéressant, qu'est-ce qui peut être innovant, qu'est-ce qu'on n'a surtout pas envie de faire. Voilà. Valérie, vous voulez répondre? Oui, peut-être pour... effectivement, ça a été, vous l'avez dit tous les deux, il y a des inégalités dans le système des retraites. Et d'ailleurs, il est assez intéressant de voir sur les comparaisons européennes que la France, il n'y a pas beaucoup de pays qui... font reposer leur système de retraite sur la durée de cotisation. Tout le monde parle de l'âge légal, mais la durée de cotisation, il y en a très peu. Et là, quand on regarde la durée de cotisation, on fait quand même partie des pays... on n'est pas ridicule. Enfin, on fait partie des durées de cotisation qui sont quand même parmi les plus élevées aussi. Mais je dis que dans beaucoup de systèmes, par exemple, l'Espagne est à 37 ans. Alors évidemment avec d'autres conditions, mais ce qui est très effectivement ce que vous dites, c'est que il y a plusieurs paramètres, la durée de cotisation, l'âge légal de départ à la retraite, ce que vous cotisez, ce que vous recevez, et donc tout ceci, ça fait au moins 4 grands vecteurs qui devraient pouvoir analyser sur ce point-là. Sur résoudre les inégalités, moi j'aimerais déjà qu'on puisse avoir vraiment une vision exhaustive des inégalités qui sont dues au système de retraite, qui ne sont pas que la traduction de ce qui se passe pendant la vie professionnelle, parce qu'il y a 2 sujets. Il y a la retraite qui peut être inégalitaire en soi et qui reflète des inégalités au cours de la vie professionnelle, ce qui sont 2 choses différentes à mon avis. Mais si on mettait dans un débat déjà de dire si on veut corriger ça, ça coûte tant, est-ce que certains souhaitent pouvoir contribuer plus, ça pourrait être une question qui soit posée. Sur le revenu de base que vous évoquez, nous avions fait en janvier 2019, je me tourne aussi vers Claude Raynal, une proposition qui était en disant le maquis des prestations devient compliqué avec 19 départements, dont la Haute-Garonne qui a porté ce projet, pour pouvoir lancer une expérimentation pendant 2 ans sur 19 départements et faire un bilan au bout des 2 ans. Bon. La majorité l'a refusé. Moi, je pense que sur des sujets comme celui-ci, étant donné la complexité des paramètres et la manière dont ils interagissent entre eux, il est important de pouvoir passer aussi par des expérimentations. Quand on avait mis 19 départements, vous aviez un département comme le Gers et la Seine-Saint-Denis qui n'ont pas du tout
La Seine-Saint-Denis est très très jeune, le Gers c'est plus vieillissant, qui n'ont pas du tout la même structure de population. Et là, ça aurait été vraiment intéressant de pouvoir regarder. Je rappelle que la seule fois où ça s'est fait, c'est sur territoire zéro chômeur de longue durée, où nous l'avions proposé pour 10 territoires, ça a été étendu à 50, et ce qui permet de réajuster. Plutôt que de se lancer tout de suite en disant on va faire le grand soir et on voit comment ça aboutit après. Donc nous l'avions proposé, j'espère qu'on aura l'occasion de le remettre sur la table. 19 départements l'ont porté, il y a eu des sondages en ligne qui ont été créés et je pense que c'est important qu'on puisse passer par cette méthode-là aussi. Parfait. Bon, bah écoutez, on arrête là. Thanks a lot, Peter, for being with us. Merci, Peter, de nous avoir rejoints avec l'Internet. Ce n'est pas nécessairement facile de converser et de si loin et de se plier à la connexion Internet, mais c'était véritablement très intéressant de vous avoir en ligne. Nous avons été très contents d'entendre ce que vous aviez à dire. Merci à vous, Valérie Rimbaud. Débat pour votre intervention. Et je vous laisse maintenant pour le prochain débat. Merci beaucoup.